Bonsoir à tous, il est 19h, bienvenue dans votre journal qu'on entame avec le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui a adopté lors de sa réunion tenue aujourd'hui au niveau des chefs d'État et de gouvernement la proposition du président de la République Abdelmajid Tebboune qui vise à créer une force civile continentale pour prévenir les catastrophes en vue d'assurer une prise en charge efficace en temps réel et d'apporter appui nécessaire aux pays africains touchés. Cette proposition a été présentée par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, qui a participé à cette réunion en qualité de représentant du président de la République Abdelmajid Tebboune. Lamamra a rappelé que les pays africains figurent parmi les pays les plus exposés aux risques de plus en plus croissants de catastrophes et de phénomènes climatiques extrêmes, ajoutant que l'Afrique, qui n'est pas responsable de l'apparition et de l'aggravation de ces changements climatiques, doit faire entendre sa voix lors de la prochaine conférence de l'ONU sur le changement climatique. Je vous propose de l'écouter. Worrying trend has unfortunately been more felt in Africa. Les pays africains figurent parmi les pays les plus exposés au risque de plus en plus croissant de catastrophes et phénomènes climatiques extrêmes, notamment durant ces 20 dernières années. Je recommande donc fortement que cette problématique soit posée par le groupe de négociateurs africains durant la prochaine COP26 à Glasgow, dans le but de réaffirmer encore une fois cette réalité indéniable. L'Afrique étant la dernière à blâmer et la première à être exposée au changement climatique et aux désastres écologiques. L'Algérie a souffert des effets destructeurs de ces catastrophes, notamment les séismes, les inondations et les feux de forêt. Elle tient à exprimer sa pleine solidarité avec tous les pays africains qui font face à ces phénomènes. Partant de notre expérience, il est clair qu'une approche continentale pour la gestion de ces catastrophes n'est pas seulement appropriée, mais une nécessité. Dans ce contexte, nous soutenons pleinement les recommandations qui nous ont été soumises aujourd'hui par la Commission, dont celle où il est question d'améliorer le système d'alerte précoce par le développement de la coopération au niveau continental, régional et national. Et dans l'actualité de ce vendredi, le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fennich, a pris part à la 18e conférence européenne des administrations électorales qui s'est déroulée aujourd'hui par visioconférence. Fennich a fait une intervention sur la conduite des opérations électorales en Algérie dans le contexte de la pandémie de coronavirus et les mesures prises en faveur des femmes et des groupes vulnérables. Des mesures, selon Kamel Fennich, qui n'ont pas restreint leurs droits et libertés consacrés par la Constitution. L'État algérien n'a ménagé aucun effort pour réduire l'impact socio-économique de la pandémie sur les citoyens algériens. Je vous propose d'écouter le président du Conseil constitutionnel. Nous avons récolté les fruits de cet effort. Les citoyens se sont acquittés de leurs devoirs électoraux en toute sérénité et dans le strict respect des mesures de prévention en vigueur, telles que le port du masque et la distanciation, des mesures qui n'ont absolument pas restreint leurs droits et libertés consacrées par la Constitution en vue de l'accomplissement de leurs devoirs. L'État algérien n'a ménagé aucun effort pour réduire l'impact socio-économique négatif de la pandémie sur les citoyens. Les élections du 12 juin 2021 ainsi que le référendum du 1er novembre 2020 se sont déroulés dans des conditions idéales et n'ont aucune manière contribué à l'aggravation de la pandémie dans notre pays où du reste la situation sanitaire s'améliore de jour en jour à la veille d'une autre échéance importante, les élections locales, et dans l'espoir de l'éradication prochaine de la Covid-19, notre pays poursuit la même politique fructueuse fondée sur la conciliation d'un respect absolu des droits et des libertés des citoyens et du devoir de l'État de protéger leur santé et leur acquis socio-économique tout en œuvrant à la poursuite du parachèvement des institutions nationales et de l'édification de l'Algérie nouvelle à laquelle nous aspirons tous. Voilà pour cette déclaration et cette cérémonie maintenant. Une cérémonie de réinhumation des restes de 22 shahid qui a été organisée aujourd'hui au niveau des carrés des martyrs des communes d'Essenia et de Boutlilis dans la wilaya d'Oran en présence du ministre des Moujahidines et des ayants droit, Laïd El-Beka. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre a souligné que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des festivités du 67e anniversaire du déclenchement de la révolution de novembre 1954, commémorée sous le haut patronage du président de la République Abdelmajid Tebboune. Le ministre a fait savoir que cette campagne lancée officiellement aujourd'hui à partir de la wilaya d'Oran permettra la réinhumation des restes de plus de 1000 shahids à travers le territoire national.
Et dans l'actualité de ce vendredi également, on fait le bilan d'une année du lancement du fonds de financement des startups. Ce fonds a permis l'investissement de 400 millions de dinars dans 38 projets innovants et prometteurs. Le ministre délégué chargé de l'économie de la connaissance et des startups rappelle qu'il est désormais possible de demander un financement via la plateforme asf.dz. Les détails avec Amélie Siritil. Devenir chef d'entreprise, un défi relevé par ces jeunes entrepreneurs qui ont réalisé leur rêve grâce à l'aide du Fonds algérien pour le financement des startups. Dans notre projet, nous avons choisi d'utiliser l'intelligence artificielle et l'électronique. Il s'agit d'un système qui permet aux conducteurs d'être plus prudents sur la route. Il permet d'alerter en cas de danger. Plus de 60 projets innovants ont été choisis pour être financés par le Fonds national pour le financement des startups. Plus de 247 jeunes ont présenté leurs projets pour le financement. 65 projets ont été retenus et ils sont en cours de réalisation. La concrétisation. Les jeunes trouvaient beaucoup de difficultés à obtenir les financements. Aujourd'hui, grâce au Fonds national pour le financement, c'est beaucoup plus facile. Une plateforme numérique a été lancée pour faciliter aux jeunes entrepreneurs les démarches de leurs projets innovants. Et toujours dans l'activité ministérielle, le ministre de l'Énergie, Mohamed Al-Qab, et son homologue tanzanien, January Youssouf, étaient en visite hier dans la station d'Al Hamma, station de production électrique, à l'occasion de parler de partenariats stratégiques dans le domaine énergétique entre les deux pays. Les détails avec Malika Bellel. D'une capacité de production de 400 MW, la station de production électrique d'Al Hamma est l'une des plus importantes infrastructures d'Alger. La station d'Al Hamma compte 4 turbines à gaz de 209 et 25 MW. L'unité de production dispose également de 4 stations électriques qui sont Al Hamma, le port d'Alger, Boufarik 1 et Babzouar. Tout le personnel qui se trouve ici dans la zone de contrôle est 100% algérien. Lors de sa visite de travail, le ministre de l'Énergie tanzanien a montré sa satisfaction quant à l'expérience algérienne dans la production et la distribution d'électricité. Le taux de distribution d'électricité en Algérie traduit la qualité de la production et l'expérience algérienne dans ce domaine. À l'avenir, nous souhaitons échanger nos savoir-faire et nos expériences. En ce qui concerne le volet électrique, nous avons eu des discussions et des rencontres depuis quelques mois déjà et qui ont abouti à la signature prochainement d'un mémorandum d'entente qui va renforcer et valoriser les relations de partenariat. L'Algérie, qui dispose de moyens considérables dans le domaine énergétique, compte désormais consolider ses relations avec la Tanzanie et de densifier les échanges avec d'autres pays africains. Direction maintenant la wilaya de Béchar, où la sécheresse se fait sentir, particulièrement au niveau du barrage de Jorf Torba, où le niveau d'eau baisse à vue d'œil. Pour éviter aux habitants d'avoir des coupures d'eau, les responsables du secteur ont entamé un projet de transfert des eaux albiennes du champ de captage de Boussir vers la wilaya de Béchar. Commentaire signé Yasmine Messaoudi. D'une capacité de retenue de 365 millions de mètres cubes, le barrage de Jorf Torba est la source principale d'alimentation en eau potable et d'irrigation des terres agricoles de la wilaya de Béchar. Le barrage a atteint son niveau le plus bas, suscitant l'inquiétude des populations de la région, hantées par une perspective de grande pénurie d'eau. Pourquoi compter toujours sur le barrage de Jorf Torba pour subir des pénuries d'eau à long terme? Béchar a des potentialités hydriques qui doivent être exploitées. Si ce barrage s'assèche, c'est toute la population de Béchar qui en subira les conséquences. Nous ne pouvons plus compter uniquement sur ce barrage. D'autres solutions doivent être trouvées. Parmi les solutions pour pallier le manque d'eau potable dans la région, le projet d'envergure de transfert des eaux albiennes du champ de captage de la région de Boussir vers celle de Béchar sera réceptionné et mis en service en février 2022 à travers un réseau de canalisation de plus de 190 km et avec une capacité de 30 000 m3 par jour.
Ce projet a atteint un taux d'avancement de 87%. Je pense que le plus gros a été fait. Il reste les 4 stations de pompage. Tous les équipements nécessaires seront fournis. C'est une entreprise nationale qui prendra en charge le projet, car il y a eu une résiliation de contrat avec l'ancienne entreprise. Ces mesures prises par le ministère de tutelle permettront incontestablement un meilleur approvisionnement et une sécurisation de l'alimentation en eau potable des habitants de cette région. Comme chaque jour, on fait le point sur la situation sanitaire en Algérie. 110 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 64 guérisons et 6 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. On rappelle l'importance de respecter les gestes barrières. Et pendant les derniers jours du mois d'octobre, la campagne de sensibilisation se poursuit pour le dépistage précoce contre le cancer de sein à Adrar. Les équipes médicales font du porte-à-porte dans les ressorts les plus reculés de la ville pour prodiguer des conseils pratiques et inciter les habitantes à prendre le chemin des hôpitaux en cas de doute. Commentaire signé Malika Beltel. Les campagnes de sensibilisation contre le cancer du sein se poursuivent au niveau des ressorts et villages de la wilaya d'Adrar, où les citoyens, notamment les femmes, bénéficient d'une vaste campagne de sensibilisation. Nous demandons aux femmes de s'auto-examiner face au miroir et si elles ont des doutes, on les conseille de se diriger directement pour une consultation. Il faut demander à vos femmes de s'examiner. Il y a toutes les informations dans ces prospectus. Il faut les inciter à aller voir des médecins avant que ça soit trop tard. Même si vous avez des empêchements ou bien une peur des médecins, nous avons à notre niveau des psychologues qui peuvent vous écouter et vous expliquer beaucoup mieux afin de dissiper toutes vos peurs. Malgré les efforts déployés pour la prise en charge des malades, le dépistage précoce reste le meilleur moyen d'éviter la maladie et ses complications. Les équipes de solidarité avec la coordination du secteur de la santé font de leur mieux pour informer et orienter la femme rurale sur la nécessité de se faire dépister pour se prévenir contre toute forme de cancer et pas seulement le cancer du sein. Le centre anti-cancer de la wilaya d'Adrar et depuis son ouverture en 2018 n'arrête pas d'améliorer ses services au profit des malades. Selon les spécialistes, il est indispensable d'aller vers un plan national pour le dépistage du cancer du sein car il représenterait un moyen efficace pour la détection précoce de la maladie. Et d'Adrar à Meliana, où l'association des randonneurs de Meliana et l'association des médecins spécialisés ou spécialistes AMSAD ont décidé de réunir leurs efforts pour clôturer ce mois de sensibilisation en plein air. Les patients, leurs familles, le corps médical ont été invités à prendre ou à une randonnée en pleine forêt de Bni Allel. Objectif, sortir les malades de leur isolement et lutter contre la nosophobie, la peur de tomber malade qui décourage beaucoup de personnes à aller se faire dépister contre le cancer du sein. Reportage signé Raouf Hamouch. Au cœur de la montagne de Bni Allel, à Miliana, ces femmes accompagnées de leurs époux et de leurs enfants s'apprêtent à gravir un sommet. Elles prennent le chemin vers la guérison du cancer du sein. Une randonnée rose pour retrouver confiance et espoir après la maladie. Je le fais par solidarité à toutes les malades, notamment spécialement pour ma mère. Je l'ai accompagnée depuis 2018 et je l'accompagne toujours. Ce n'est pas une maladie facile, que ce soit pour le malade lui-même et pour celui qui l'accompagne. Je trouve que c'est beaucoup plus parce qu'il subit, lui, le premier. Et on doit être psychologue, on doit être pharmacien, on doit être médecin. Pour soutenir les femmes malades du cancer du sein, je pense que c'est très important. C'est une maladie qui fait beaucoup de ravages chaque année. Aujourd'hui, pour soutenir les femmes atteintes au cancer du sein, on est venu en famille avec nos copains, nos cousins. Les malades sont nos sœurs, nos mères. Pour certains, cette ascension, première du genre dans la région, fait office de thérapie. Donc on est là pour participer à la randonnée et sensibiliser, parler aux gens, leur dire que le cancer, particulièrement le cancer du sein, c'est un cancer, disons, gentil, puisqu'il peut être prévenu, puisqu'il peut être
plutôt dépister au tout début. Autant profiter de cette opportunité, faire ses examens, faire ses mammographies régulièrement, ça ne coûte pas grand-chose et ça peut éviter l'évolution et les complications. Elle contribue, selon ce médecin, à lutter contre la nosophobie. Il faut casser le tabou. Parce que généralement, la phobie, la nosophobie, la phobie, la peur des maladies. Donc la peur des maladies, non, je ne fais pas de dépistage parce que c'est bon. Donc il y a pour casser ça. Pour vaincre cette maladie, ces femmes sont prêtes à soulever des montagnes. Cette randonnée est une première dans notre région, dans la wilaya et à Miana. Et on voulait marquer le coup et surtout clôturer ce mois octobre, le mois rose, par cet événement un peu spécial. Il me semble que notre engagement doit être au quotidien, pas qu'une seule journée, pas qu'un seul mois de l'année. Parce que la malade combat la maladie tout le long, pendant des années. Et j'ai trouvé que c'était nécessaire et obligatoire de venir. La sensibilisation contre le cancer du sein ne se limite pas au mois d'octobre. Pour ces combattantes, la lutte contre la maladie se poursuit chaque jour. Voilà pour ce reportage. Dans l'actualité internationale, maintenant, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de proroger pour une durée d'1 année le mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental à Minurso jusqu'au 31 octobre 2020 à travers la résolution 2602. Toujours à propos du dossier sahraoui, le directeur du programme Afrique du Nord à l'International Crisis Group, Riccardo Fabiani, a estimé que la présence militaire de l'occupation marocaine dans la zone tampon séparant le Sahara occidental au Maroc entrave la possibilité de rétablir le cessez-le-feu avec le Front Polisario. Et toujours dans le terrain diplomatique, le député européen et président du groupe de la paix pour le peuple sahraoui, Andreas Scheider, a affirmé que la question du Sahara occidental avait besoin d'une solution politique après la décision historique de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 septembre dernier. Toujours à l'international, lors d'une conférence de presse à la veille de l'ouverture d'un sommet du G20 à Rome, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé un appel à l'armée soudanaise à la retenue lors des manifestations attendues demain à Khartoum, des manifestations à l'appel des opposants au changement opéré au pouvoir. Retour en Algérie, destination la wilaya de Djelfa, connue pour son élevage de cheptel, mais beaucoup moins pour la production de plantes aromatiques. Et pourtant, des champs à perte de vue, baignés par le soleil, font désormais la réputation de l'une de ces communes. Un secteur très porteur, car la demande nationale est en hausse et la demande internationale explose. Plus de détails avec Yasmine Messaoudi. Des champs de plantes aromatiques à perte de vue. Difficile de croire que cette exploitation agricole dans la commune de Morhma à Djelfa était, il y a quelques années, une terre aride. Nous avons fait une expérience avec ces plantes médicinales et aromatiques. Dieu merci, cela a très bien marché. À titre d'exemple, dans les années 70, l'Algérie était l'un des premiers pays à exporter le géranium et les huiles essentielles extraites de cette plante. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous avons relevé le défi. Il faut continuer sur cette lancée. Une première dans la région, cet agriculteur a consacré plusieurs parcelles de terrain à différentes sortes de plantes aromatiques afin d'en extraire de l'huile très prisée dans l'industrie cosmétique qui répondra ainsi à la demande du marché local et national. 10 tonnes de plantes aromatiques nous donnent 1,5 litre d'huile essentielle. En Algérie, le litre coûte en moyenne 40 000 dinars. En Europe, cela coûte près de 200 €. Si les agriculteurs se lancent dans ce projet, nous réduirons considérablement la facture d'importation. Nous demandons aux autorités concernées de nous aider pour pouvoir continuer ce projet. Un exemple de réussite pour les jeunes en quête d'idées novatrices et prometteuses qui désirent se lancer dans l'agriculture. Et pendant ce temps-là, il y en a celles et ceux qui souhaitent retrouver les beaux paysages de leur village. À Boudoué ou dans la wilaya de Boumerdès, les acteurs de la société civile joignent leurs efforts à ceux de la direction des forêts pour planter les hectares ravagés par les feux. Les détails avec Amélie Seritir.
Plus de 5000 arbustes d'eucalyptus et de caroubiers ont été plantés au niveau de la forêt de Sidi Helloun dans la commune de Boudoua ou Boumerdès. Il y a 4 ans, cette forêt a été totalement ravagée par les feux. Aujourd'hui, elle fait objet d'une vaste opération de reboisement. Notre objectif, c'est d'atteindre 200 hectares de surface reboisée en 5 ans. Cette forêt a été ravagée par les feux en 2017. Aujourd'hui, nous procédons au reboisement de 5 hectares. Un programme ambitieux pour redonner vie à plusieurs forêts ravagées par les incendies dans la wilaya de Boumerdès. Et du mois d'octobre au mois de mars, c'est la période propice pour planter des arbres. Mais quelle variété d'arbres? Dans les agglomérations, les arbres d'ornementation contribuent à absorber une quantité importante de CO2. Dans les campagnes, cela contribue à favoriser le système naturel d'évapotranspiration. Explication de ces processus avec Siham Kenouch. Certains surnomment l'arbre le puits à carbone. Il peut en effet réduire les émissions de dioxyde de carbone de 6 mégatonnes par an. Le reboisement, il commence le 25 octobre au 21 mars. Pourquoi? C'est pour que les plants plantés profitent au maximum de l'humidité du sol. C'est pour leur permettre, leur donner la chance d'être acclimatés avec le milieu où ils sont plantés. Les arbres absorbent naturellement le gaz carbonique. L'arbre crée de l'ombre, un écran végétal qui empêche les rayonnements solaires d'atteindre la surface. Leur feuillage filtre de 60 à 90% de rayonnement solaire, mais en ville, quel arbre faut-il planter ? En ville, ce n'est pas des espèces forestières que nous allons mettre en ville, donc c'est des espèces qui vont avec les milieux urbains et périurbains, donc on mettra des espèces plus hautes tiges, telles que le jacaranda, c'est des espèces d'ornement plus que des espèces. Mais on peut aussi avoir des espèces forestières cultivées pour les jardins, donc qui subissent une taille comme les biotas, les cyprès, les casuarinas comme brise-vent. Les racines de l'arbre absorbent l'eau qui va circuler dans le tronc. Une fois dans les feuilles, l'eau s'évapore. C'est le phénomène de l'évapotranspiration qui peut produire des centaines de litres de vapeur d'eau, ce qui adoucit le climat. Les arbres ou les écosystèmes forestiers sont des régulateurs du climat. Donc, et d'ailleurs, l'arbre par essence est un purificateur d'air, parce qu'ils sont considérés comme des puits de carbone, donc ils piègent le carbone. Le carbone, c'est le CO2, donc c'est ce qui, malheureusement, tend à réchauffer et à accentuer le phénomène des changements climatiques. La Direction générale des forêts travaille en collaboration étroite avec de nombreuses associations afin de planter des arbres. Cette année, la particularité dans ce programme de réhabilitation, de restauration des paysages dégradés, c'est impliquer tout un chacun tout en s'engageant, donc à travers des conventions, où les associations ont signé des conventions avec l'administration des forêts et s'engagent à entretenir tout arbre planté. En milieu urbain, la superficie végétale fonctionne comme un système de climatisation. Son effet est significatif sur le climat local et tout le monde y trouve son compte. On termine ce journal avec cette triste nouvelle. Le monde du football algérien est en deuil. Il vient de perdre le gardien emblématique de l'équipe nationale, Mahdi Serbah, qui a rendu l'âme aujourd'hui à l'âge de 68 ans des suites d'une longue maladie. On lui rend hommage dans ce journal à travers ce portrait signé Salah Delbel. Mahdi Serbah qui est avec nous. L'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football algérien vient de nous quitter. L'immense Mahdi Serbah tire sa révérence à l'âge de 68 ans après un long combat avec la maladie. Durant sa longue carrière, le légendaire portier des Verts a fait ses débuts en cadet à l'USM Alger, où il avait été promu senior à l'âge de 16 ans, avant de rejoindre la JS Kabylie et ensuite le RC Kouba. L'emblématique gardien compte 62 sélections. Son armoire de trophées n'est pas la plus garnie, mais Serbah aura marqué les esprits notamment lors des Jeux méditerranéens de 1975 avec la médaille d'or gagnée face à la France et le remarquable mondial 1982 avec la victoire épique face à l'Allemagne.
Par la suite, le défunt a été directeur technique national de la sélection. Il a aussi été entraîneur des gardiens de but, où il a notamment exercé entre 2001 et 2013 dans plusieurs pays arabes du Golfe. L'un des héros de Gijón restera gravé à jamais dans la mémoire du football algérien. Serbah, c'était un grand gardien de but. Il a participé à 2 Coupes du Monde. Et et beaucoup de condoléances à ses parents et à sa famille. Je l'ai côtoyé en tant que joueur de la JSK, de l'équipe nationale, et également en tant qu'ami. On se rencontrait de temps en temps, même ces derniers temps. On se retrouvait à Cuba, dans un café où il va généralement, où il allait généralement. Je suis atterré. Toutes mes condoléances à sa famille. Mehdi Serbah a laissé derrière lui un livre qui restitue le contexte et les événements que l'ancien keeper a traversés durant sa longue et riche carrière. Ce 29 octobre 2021, une date douloureuse pour le football algérien et tous ceux qui ont côtoyé Mehdi Serbah, celui qui aura été sans doute l'un des meilleurs gardiens de son époque. Voilà pour ces témoignages et on termine avec les résultats de cette deuxième journée de championnat de Ligue 1. La GS Kabylie face à l'Entente de Sétif. Ils ont fait match nul, 0 partout. L'US Biskra a dominé la GS Saoura 2-1. MC Magra a fait match nul face au MC Alger et le RC Rolysen s'est imposé face au Wydad de Tlemcen 2-1. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Bon, merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.